Je vous présente nos intervenants, en commençant par votre droite, Sylvie Fasquelle, adjointe de direction au pôle enfance APF de Lille, le docteur Vianney Perrin, médecin donc au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, qui est notamment investi dans l'équipe territoriale de soins palliatifs. Et puis nous avons évoqué ce matin les transformations dans un établissement, l'IUMFP du Chevelon de Vorep, en Isère. Eh bien, nous avons deux coordinateurs sur ce plateau. Jérôme Bobin, coordinateur de l'internat de l'établissement, et Marie-Paul Le Goffic, qui est coordinatrice de la section autisme de l'IEM. Sylvie Fasquelle, je vous invite à prendre un micro. Nous allons commencer avec vous, puisque la place de l'adjoint est très importante dans les changements dont nous parlons. Et nous allons évoquer avec vous le projet Philactive et puis ensuite le projet RAPT dans l'évolution des pratiques. Alors, quels étaient les objectifs et comment cela a-t-il été mis en place ? Alors, les objectifs du projet Philactive, alors c'est le projet au niveau du SESSD Marc Sautelet, il a pris différentes formes. Au départ, ça a été projet Philactive, après c'était projet RAPT, réponse accompagnée pour tous les enfants, et maintenant on parle de réponse modulée et individualisée. Ce projet, il s'est mis en place progressivement, donc surtout, en tout cas pour moi, je vais parler de ma pratique, un constat quand je suis arrivée, quand j'ai été adjointe de direction dans un service au préalable, j'étais éducatrice dans ce même service. Mais je n'avais pas forcément conscience des mêmes choses. C'est qu'il y avait, on a un agrément pour accompagner 25 enfants, mais il y avait à ce moment-là au moins 25 enfants en attente. Et les enfants en attente, sur ces 25 enfants, finalement, tous ne rentraient pas, tous n'avaient pas à un moment donné une réponse à leurs besoins. Parfois, leurs besoins, leur situation se dégradait et la réponse attendue était plus une rentrée dans un établissement. Donc, pour moi, une volonté de rétablir finalement une certaine équité de traitement entre les enfants qui étaient suivis au sein du service, qui pour moi avaient parfois ils avaient tous un accompagnement complet. À cette époque-là, on disait aux parents, votre enfant rentre, il va être suivi par un service de soins à domicile. On va tout faire, même si vous avez des professionnels, des libéraux en qui vous avez toute confiance. Eh ben non, on ne peut pas. Il faut maintenant que votre enfant soit suivi par les professionnels du service. Donc, ouais, pour moi, un manque d'équité. On apportait une réponse complète qui parfois allait au-delà des attentes des parents. On était dans un souci de qualité, un souci de performance, un souci d'apporter le plus et le plus que tout, je dirais. Et je me rendais compte que finalement, à un moment donné, quand on parlait de sortie du service, eh bien les parents, non, au secours, c'est pas possible. Finalement, vous avez un agrément pour accompagner les enfants de 2 à 20 ans. Bah, mon enfant, il doit rester dans le service jusqu'à ses 20 ans. Donc, pour moi, il fallait qu'on change les choses. Et finalement, je suis allée aux journées CESAD et là j'ai entendu pour la première fois Denis Piveteau et son discours m'a finalement donné la légitimité pour avancer et proposer une manière différente d'accompagner les enfants. Donc aujourd'hui, on accompagne, on apporte des réponses qui sont très individualisées. Pour moi, on essaie d'apporter la juste réponse, pas la réponse complète, à un plus grand nombre d'enfants. Donc du coup, on a limité sérieusement les listes d'attente. Et puis aussi, on essaie d'apporter la continuité dans le parcours. Vous avez donc modifié vos manières de faire ? Complètement. Complètement. Oui. Et ouais. Ça s'est passé comment, concrètement ? Alors, j'ai la chance d'être dans un service de professionnels, compétents, mais j'imagine que c'est partout pareil, mais des professionnels engagés et motivés. Donc, on partage les mêmes valeurs. Donc ça a été un point d'appui. Par contre,
pour les professionnels, ça n'a pas été évident de changer leur manière de faire, parce que pour eux, apporter une réponse qualitative, ça passait par accompagner une réponse complète et travailler en équipe pluridisciplinaire. C'est un soutien important pour l'équipe de travailler ensemble. Alors, selon les métiers, l'accueil n'était pas le même. Oui. Est-ce que vous pouvez le développer? L'accueil de ce mode de réponse. Oui. Alors, effectivement, le SESSD Marc Sautelet est rattaché au pôle L'Enfance Lille Métropole. Et quand le pôle s'est ouvert, on s'est dit on va essayer d'amener une réflexion dans nos pratiques, mais de manière collective. Au départ, une fois par an, puis après une fois tous les 18 mois, puis tous les 2 ans, on réunissait tous les professionnels du pôle. Et la première journée qui réunissait tous les professionnels du pôle, on a invité monsieur Jean-René Louba, qui est venu nous parler de la mission de coordinateur de projet. Et donc moi, je suis adjointe de direction, mais auparavant, j'étais éducatrice spécialisée. Et je reste avant tout éducatrice spécialisée. Et quand j'ai entendu le discours de monsieur Jean-René Louba, j'étais complètement séduite. Et donc, à l'issue de cette journée de formation, le lendemain, je rentre dans le service et j'avais envie de partager finalement mes idées, mon contentement aussi d'avoir entendu cette nouvelle forme d'accompagnement. Et j'étais très surprise de voir que finalement ça avait suscité énormément d'inquiétudes chez les rééducateurs qui se sont dit, ouais, finalement à terme on n'aura plus besoin de nous. Ça sera plus que des services de coordinateurs où il y aura des éducateurs, mais finalement la réponse concernant les soins, elle sera trouvée ailleurs. Et vous, en tant qu'adjoint, donc, comment avez-vous agi justement déjà pour lever ces freins, mais globalement dans la démarche? Alors, déjà, il faut rassurer tout le monde et dire que c'est pas le projet de se passer des rééducateurs, notamment même si finalement leur crainte c'était aussi que c'est pas facile en service de soins de trouver des kinés, c'est pas facile de trouver des orthophonistes, donc finalement le raccourci il peut être vite fait, c'est compliqué de trouver ces ressources, bon à terme on va s'en passer, ce qui n'est pas du tout mon propos. Je pense que vraiment l'équipe pluridisciplinaire apporte une valeur ajoutée à l'accompagnement qu'on peut proposer. Et j'ai envie de travailler avec tous les professionnels, même si parfois je leur demande d'être en retrait. Parfois, dans un accompagnement, on va aller trouver la réponse des moyens en kiné, en libéral. On va aller trouver la réponse en orthophonie, en libéral. Alors, on va essayer toujours de nommer un référent quand même, qui servira de point d'appui si à un moment donné, on a des questions un peu plus complexes. Vous-même, vous aviez aussi des points d'appui au sein du service? Oui. Alors, je pense qu'un point d'appui incontournable, c'est déjà d'avoir la confiance des personnes qui sont au-dessus de vous. Donc moi, en l'occurrence, j'ai la chance de travailler avec Madame Messiaen. Après, un autre point d'appui, pour que ce système fonctionne, il faut aussi j'ai dit tout à l'heure qu'on partage les mêmes valeurs. Le médecin de notre service était aussi convaincu que c'était pas juste qu'il y ait des enfants à qui on offrait le tout et plus que tout, et d'autres à qui finalement c'était un désert de solutions, de réponses. Et là-dessus, on était en accord à se dire, finalement, si on proposait quelque chose qui rassure à la fois les parents, surtout les parents finalement, on pourrait à un moment donné leur proposer de faire des allers-retours. On n'est pas non plus obligé d'accompagner un enfant de 2 à 20 ans. Je pense qu'il y a des moments dans la vie qui sont des moments clés, notamment l'entrée à l'école maternelle, l'entrée en CP, l'entrée en 6e, qui n'est pas non plus simple, et puis après l'orientation professionnelle. Donc notre projet à terme, c'est aussi de permettre
d'accompagner davantage d'enfants, mais aussi de permettre à des enfants qui sont sortis de pouvoir re-rentrer au moment où ils en auraient besoin. Pour réussir la transformation, il faut s'appuyer sur l'adjoint. C'est important. La direction, c'est bien d'appuyer sur vous. Oui, je peux le dire, oui. Mais alors, la direction, elle a bon, pour moi, je dis qu'elle a de la chance dans le sens où je suis têtue. Alors, vraiment, et parfois, je crois, obstinée. Là, j'avais trouvé vraiment un sens à ce que j'étais venue faire là en acceptant de prendre cette mission d'adjointe. Et donc, du coup, comme je suis convaincue, je ne lâche pas. Il est important, vous l'avez évoqué avec Joanne Louba, de s'appuyer sur les conseils extérieurs aussi. Pourquoi? Ça légitime votre démarche, en plus de vous outiller? Alors, s'appuyer sur les extérieurs, c'est aussi permettre la continuité des soins aussi dans un premier temps. Finalement, les enfants qui étaient au préalable suivis dans notre CESAD, même si on prescrivait des séances pendant les vacances, la plupart des parents n'assuraient pas les soins pendant les vacances. Et au moment où on parlait de sortie, c'était la grande angoisse, quel est le professionnel qu'on va trouver à l'extérieur? Et puis, est-ce qu'on sera en énergie de se mobiliser pour aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour aller expliquer les difficultés de l'enfant? Et là, finalement, c'est un postulat de départ qui est vrai pour tous les enfants qui rentrent, mais qui devient vrai aussi pour les autres enfants qui sont accompagnés depuis plus longtemps. Parce que pour moi, ce système, il ne peut marcher que si tout change. On ne peut pas être dans une réponse, une réponse limitée pour certains et encore une réponse complète pour d'autres. Il faut expliquer, et expliquer encore. C'est un aspect extrêmement important, ça aussi. Et est-ce que ça se passe facilement, justement, avec les collègues? Alors, c'est pas quelque chose qu'on peut décréter, même si on partage les mêmes valeurs. Surtout, les rééducateurs avaient un sentiment de qualité empêché. Et donc, il faut rassurer. Et c'est finalement au détour des situations qu'on vit où je vois que maintenant, ils y voient du sens à la nouvelle manière dont on accompagne les enfants. Et ils ont aussi développé de nouvelles compétences. Oui. Pour le coup, je trouve que chacun grandit. Maintenant, on est en capacité de donner nos limites, de travailler par objectif, de mener une meilleure évaluation et de se permettre de faire des hypothèses aussi. Et du coup, de laisser de la place aux parents. Et ça, c'est pas si facile que ça, parce que les parents, ça peut aussi... Excusez-moi s'il y a des parents qui sont dans la salle, c'est légitime, ils ont des attentes vis-à-vis de nous, mais je me rends compte que finalement, les parents qui nous font le plus avancer, c'est les parents exigeants. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Désolée. Alors, le travail du coordinateur est aussi important. Alors, nous l'avons déjà évoqué pendant ces 2 jours. Cela dit, ce coordinateur doit résister à toutes sortes de pressions aussi. Oui. Alors, à chaque niveau, finalement, chacun est soumis à des pressions. Moi, je suis soumise à la fois à la pression des familles qui attendent une place, la pression des familles qui aimeraient avoir finalement davantage de réponses en termes de soins, des professionnels qui ne comprennent pas pourquoi finalement ils ont du temps. Enfin, ça peut arriver qu'ils ont du temps dans leur emploi du temps. Ils pourraient offrir, l'enfant a besoin d'un bilan, par exemple en orthophonie, ou même plus d'une rééducation. Et finalement, je ne vais pas aller trouver la réponse en premier lieu dans les moyens de l'équipe. Je vais d'abord aller voir si ce n'est pas possible pour la famille de mettre en place quelque chose en libéral. Donc le professionnel, il ne comprend pas toujours. Il se dit, mais finalement, pourquoi Sylvie, elle fait ça? C'est parce qu'elle a plus confiance en mes compétences?
Donc, il faut expliquer, il faut rassurer, beaucoup rassurer, et puis dire que c'est pas parce que tu n'es pas dans la boucle à ce moment-là que tu n'y seras pas à un autre moment. Il faut rassurer, il faut aussi aider les professionnels à prendre du recul. C'est pas toujours facile, hein? Oui, non. Alors du coup, je me souviens de votre question préalable sur aussi la mission de coordinateur qui est lui également soumis à la pression. Notamment, il est soumis à la pression des parents à qui on a parfois encore vendu un service, je ne sais plus trop le terme, mais un clé en main. Un peu comme comment dire, la maintenance dans un garage, c'est un peu fort. Les CAMS, les enseignants référents, viennent encore dire aux familles, écoutez, là, le SESSD va vous permettre de poser vos valises, de vous soutenir dans tout. Et puis, vous n'aurez plus à vous déplacer, à aller rencontrer les libéraux. Les rééducations se feront à l'école. Donc, la plupart des familles, finalement, arrivent encore avec cette attente. Donc, il faut un peu détricoter, expliquer qu'on est dans un changement de pratique et que c'est pas ce changement des pratiques, il sera aussi à terme quelque chose de gagnant pour eux. Et donc, gagnant aussi, évidemment, pour les personnes accompagnées. Oui. Donc le coordinateur de projet, il est soumis donc à la pression des parents, à la pression aussi quand il se retrouve dans les ESS, à la pression si c'est au collège, à la pression de tous les professeurs, si c'est à l'école maternelle, la pression des enseignants spécialisés ou des enseignants de la classe, qui finalement on a tous envie que tout le monde s'en sorte dans la vie, et donc d'apporter un maximum de réponses, d'étayage. Et donc le coordinateur qui représente finalement le service à l'extérieur, il doit être suffisamment solide pour pouvoir dire non, les décisions, elles ne vont pas être prises ici, j'entends, et on va en rediscuter avec la famille, on va en rediscuter avec l'équipe. Et donc, quels sont les résultats que vous avez obtenus après toutes ces transformations, ces modifications, ces changements? Alors, à ce jour, pour moi, les résultats sont positifs, parce qu'on a vraiment limité le nombre d'enfants en attente, même si du coup, ça commence à se savoir, et les enseignants référents, parfois, ils disent à certaines familles, écoutez, allez voir là plutôt que là, parce que là-bas, vous aurez peut-être une réponse plus rapide. Donc là, il faut aussi que je travaille sur moi, parce que je dis aussi qu'on est tous victimes de notre bon cœur à un moment donné, mais il faut aussi savoir dire non. Donc avant, ça pouvait m'arriver parce que quand on entend une situation qui est très critique, très complexe, on a envie d'aider, et on est tous pareils. On n'a pas fait ce métier pour rien. Et j'ai perdu mon propos, désolée. Donc sur les résultats obtenus, sur l'amélioration de l'accompagnement. Donc on a vraiment limité le nombre d'enfants en attente. On arrive à apporter une réponse finalement dans l'année. Je pense aussi que ce système, à terme, il aura ses limites. On ne peut pas indéfiniment faire rentrer des enfants, même si j'aimerais bien. Il faut aussi être conscient que il ne faut pas non plus mettre les professionnels en situation de ne pas pouvoir répondre et de souffrir au travail. Donc actuellement, quasiment plus d'attente. Et puis aussi la satisfaction d'arriver à commencer à faire re-rentrer des enfants qui étaient sortis. Donc du coup, à plus être dans le discours, mais effectivement à tenir le propos. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez ? Oui, merci. Autre exemple d'évolution des pratiques avec l'UMFP du Chavalant de Vorep. Je vous invite, Marie-Paul Le Goffic, à prendre un micro. Nous allons partir avec vous
Alors, en quelques mots du cas d'un jeune qui s'appelle Julien, que vous avez accompagné, et vous allez nous dire comment... Non, non, ne touchez à rien. Merci. Et donc, pour illustrer votre propos, l'exemple de ce jeune, Julien, donc issu d'une troisième. Voilà, donc Julien, c'est un jeune qui est issu d'une troisième Ulysse, où il avait très peu d'inclusion. Donc il est arrivé dans notre établissement en septembre 2017. Alors c'est arrivé, on l'avait préparé déjà en amont, avec la famille, avec l'enseignante de Julien. Donc la famille avait d'abord souhaité visiter notre établissement, parce que bon, comme toute famille, ils souhaitent quand même savoir où ils mettent leur enfant. Donc avant même de demander la notification, on les avait reçus pour qu'ils puissent voir un petit peu notre établissement. Donc ça avait été déjà l'occasion d'un premier échange par rapport à ce jeune. Donc lorsque ce jeune a eu sa notification, on a eu un entretien beaucoup plus approfondi avec la famille, de façon à pouvoir préparer au mieux son arrivée. Donc la décision a été prise en lien avec la famille d'accueillir ce jeune dans notre classe d'enseignement structuré. Donc c'est une classe qu'on a mise en place à la section autisme. Alors donc notre section autisme, on démarre notre troisième année, donc c'est une classe qui n'existait pas la première année. On s'est rendu compte qu'il y avait des besoins. Donc c'est une classe qu'on a créée. L'objectif, c'est de pouvoir maintenir le niveau scolaire des jeunes dans les matières de base, donc le français, les maths essentiellement, mais pas que. Et puis à côté, on met un certain nombre d'ateliers collectifs, de temps individuels, et ça nous permet surtout d'avoir une année pour mieux connaître ce jeune et voir éventuellement vers où on pourra l'orienter après. Il faut savoir que les jeunes autistes, on a quand même besoin de temps pour pouvoir mettre des outils en place. Donc dans cette classe d'enseignement structuré, les jeunes sont encadrés par des enseignants. Mais il y a toujours en plus dans cette classe une AVS qui est rattachée donc à l'équipe autisme et qui est là uniquement pour gérer les comportements, problèmes qu'il pourrait y avoir pendant la classe. Donc ce jeune, quand il est arrivé, j'ai donc organisé son emploi du temps. Alors je pars de l'emploi du temps de la classe déjà que j'organise. Après je fais un emploi du temps individuel pour chacun des jeunes, puisque en plus donc, des temps scolaires, il y a pour chacun des temps d'ateliers collectifs. Donc les ateliers collectifs, ça peut être des ateliers d'expression corporelle, d'équitation ou autres. Et on a également des temps en individuel pour chacun, donc des temps éducatifs, des temps avec la neuropsy, avec l'orthophoniste, avec notre orthopédagogue, des temps de relaxation également. Alors c'est tout ce qu'on propose, ça ne veut pas dire que tous les jeunes qui rentrent ont forcément tous ces ateliers. Vous avez développé des liens avec les enseignants et vous avez du coup travaillé pour les former sur l'autisme. Oui, alors pour les enseignants, déjà, nous on rédige pour chacun des jeunes des fiches de présentation. Donc ces fiches de présentation sont quand même assez détaillées. Donc comment le jeune se repère dans le temps, dans l'espace, quelles sont ses particularités neurosensorielles, ses problèmes de comportement et comment on peut les gérer, quel est son type d'apprentissage. Est-ce que c'est un jeune qui va être en apprentissage par imitation, qui a besoin d'impulsion au démarrage. Donc on essaie d'être le plus complet possible. Alors évidemment, quand le jeune arrive dans l'établissement, on n'a pas forcément tous les renseignements, donc on remplit la fiche au mieux et puis on complète au fur et à mesure de nos observations. Et en fait, vous avez formé vos anciens collègues, non ? Alors oui, effectivement, moi je suis enseignante enseignante de métier, donc j'étais à l'APF depuis 9 ans comme enseignante spécialisée. Et donc quand le projet autisme s'est monté, il y a eu un appel à candidature. Le poste de coordinateur de la section autisme des 16-20 ans était ouvert pour un enseignant, puisque les 16-20 ans, c'était quand même essentiellement des jeunes qu'on allait scolariser peut-être en milieu ordinaire ou dans nos classes. Donc l'intérêt d'avoir un enseignant, c'était qu'il connaissait quand même bien le milieu scolaire, le fonctionnement, et puis aussi, du coup, moi j'ai juste l'avantage de pouvoir travailler avec mes anciens collègues, donc des personnes que je connaissais quand même bien, et du coup c'est quand même plus facile de travailler avec eux. Donc on les reçoit quand même assez régulièrement, on essaye de faire des réunions aussi avec eux pour pouvoir voir un peu quelles sont leurs difficultés dans la classe, et puis difficultés avec certains jeunes, et pouvoir leur apporter des éléments de réponse. C'est plus facile de travailler avec eux, mais pour vous, ça a tout de même été de gros changements. Alors pour moi, oui, ça a été un énorme changement, parce que c'est vrai que passer d'enseignante avec des jeunes en situation de handicap moteur à coordinatrice d'une section autisme, c'est pas du tout le même métier.
Alors après, ça a été pour moi une opportunité, ce que disait M. Guillermin ce matin. Bon, effectivement, au début, quand on a entendu parler de tous ces changements, ça a été un petit peu difficile, parce qu'on a toujours du mal, on est bien dans notre environnement, ça va bien, donc finalement, pourquoi pas continuer comme ça. Et puis on se dit, de toute façon, ça va bouger, on commence à se poser des questions, on se dit peut-être que ça peut être intéressant. Et puis il y a un moment, oui, il faut franchir le pas. Alors c'est toujours un peu le saut dans le vide, se dire, oui, est-ce que j'ai raison, pas raison, mais voilà. Comment avez-vous été accompagné alors, dans cette transformation ? Alors, on a eu des formations autisme, ce qu'expliquait M. Guillermin ce matin. Donc, ça correspond à peu près à 120 heures de formation avant l'ouverture de la section. Et on en a eu d'autres après, ce qui est d'ailleurs très intéressant parce qu'on a beaucoup de théories qui nous arrivent avant l'ouverture, mais en fait, c'est un public qu'on ne connaît pas du tout. Donc, c'est bien d'avoir des formations après, parce qu'on commence à avoir un peu le vécu et du coup on a d'autres questions parce qu'on a vraiment pu découvrir ce que c'était que ces jeunes autistes. Est-ce que vous saviez comment faire quand le poste a été ouvert? Est-ce que la direction d'ailleurs savait ce que vous alliez faire exactement? Alors, on avait quand même effectivement une petite idée de ce qu'allait être ce poste. L'objectif, c'était d'accompagner les jeunes, les familles, de coordonner l'équipe, d'accompagner ces jeunes aussi vers peut-être le milieu ordinaire, donc faire des liens avec les enseignants. Mais on ne savait pas exactement combien de temps allait être consacré aux liens avec les familles, combien de temps avec les enseignants, si j'allais être régulièrement sur les établissements scolaires. Donc en fait, le poste était quand même complètement à construire. On a eu la chance, il y a 2 ans, de pouvoir démarrer avec un effectif réduit. Donc on a un agrément, nous, dans la section des 16-20 ans, un agrément pour 10 jeunes. Donc on a eu la possibilité de démarrer avec 5 jeunes en début d'année. On était à 7 en fin d'année. Donc on a pu démarrer un petit peu tranquillement la première année, ce qui, je veux dire, n'était quand même pas du luxe, parce que nous aussi, on était quand même un petit peu en formation aussi par rapport à ces nouveaux profils. Ça vous a laissé du temps aussi pour construire des outils. Donc on a essayé de construire des outils. Alors après, on manque souvent de temps pour ça, malheureusement, parce que c'est vrai que les jeunes, la section autisme, c'est des jeunes qui nous occupent vraiment en continu. C'est des jeunes qu'on ne peut pas laisser même sur des temps libres. Même les temps libres doivent être accompagnés, encadrés. Donc c'est vrai que c'est un peu du non-stop. Donc on essaye quand même d'avoir du temps pour construire des outils. On a quelques journées sans enfants dans l'année où on travaille un petit peu plus sur les outils. Vous avez aussi une supervision technique? Alors on a aussi une supervision technique, donc on a une psy comportementaliste que l'on voit tous les mois et qui pour nous est vraiment un appui très très important parce que la section autisme elle démarre. C'est vrai que pour savoir si on est bien, si on travaille bien dans le bon sens, c'est bien d'avoir un regard extérieur. Donc pour nous, on arrive avec le cas de nos jeunes, quand on est en blocage sur certains jeunes, et c'est vrai qu'elle nous a apporté un regard, des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, parce que c'est vrai que quand on démarre, on n'a pas encore toute l'expérience, donc des choses qu'on n'avait pas forcément, enfin qu'on avait vues, mais on n'avait pas forcément réalisé certaines choses. Par exemple, elle a pu nous dire pour certains jeunes, ce jeune, j'ai l'impression qu'il ne reconnaît pas les visages. Oui, mais nous, on ne s'en était pas rendu compte. On s'était rendu compte qu'effectivement, quand il voyait des jeunes à lunettes, il les appelait tous, c'était Pierre-Alexandre, voilà, tous les jeunes à lunettes s'appelaient Pierre-Alexandre. On ne comprenait pas, ça énervait les autres jeunes, et en fait, elle a pu nous apporter avec son regard, nous dire, en fait, il faut peut-être tester la reconnaissance des visages avec ce jeune. Donc c'est vraiment un appui très très important pour nous. Enfin, là, c'était qu'un exemple, mais elle nous a vraiment aidé sur beaucoup d'autres choses. Et vous avez développé de nouvelles compétences? Alors oui, effectivement. Vous n'avez pas l'air convaincu. Si. Alors si, de nouvelles compétences. Alors après, effectivement, moi je suis passée d'enseignante à coordinatrice, donc c'est quand même pas du tout le même métier. Après, je pense qu'il y a quand même des choses que j'avais dans mon métier d'enseignante et que je retrouve. J'étais enseignante au Chevalon, donc dans des matières tertiaires, puisqu'on préparait à des bacs pro gestion-administration. Donc j'avais quand même une très bonne connaissance des logiciels et ça me sert quand même énormément pour travailler sur tous les emplois du temps, tous les comptes rendus, etc. Je connaissais aussi bien le monde enseignant, donc ça aussi c'est un plus, parce que quand on a des jeunes qui sont en inclusion,
Il faut pouvoir être en lien avec les établissements scolaires, et quand on sait comment ça fonctionne, c'est quand même plus pratique. Je suis aussi beaucoup en lien avec les équipes enseignantes internes à l'établissement, avec les différentes unités. Donc là, c'est pareil, ce sont mes anciens collègues, donc bien sûr, ça facilite les choses. Est-ce que ça permet de développer aussi des expérimentations ? Il me semble que oui, mais bon, vous êtes mieux placé que moi pour le dire. Mais bon, je ne veux pas insister. Et il y a eu quand même un aspect aussi à prendre en compte, c'est que au démarrage, vous avez eu besoin de faire votre place. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que dans l'établissement, l'ouverture de la section autisme, ça n'a quand même pas été tout à fait aussi simple que ça, même si l'équipe qui travaille sur la section autisme, c'était que du personnel qui travaillait déjà dans l'établissement, donc on connaissait déjà tout le reste du personnel de l'établissement, mais on était quand même sur un handicap complètement différent, et c'est vrai que on a été un petit peu observé au départ. On arrivait, tout le monde était habitué à travailler avec des jeunes en situation de handicap moteur. Il y avait des jeunes autistes dans l'établissement. Donc dès qu'il y en avait un qui faisait un petit peu un pas de travers, qui s'énervait un petit peu, c'est vrai que ça avait tendance un petit peu à remonter. Donc au début, ça a été un petit peu difficile de faire notre place. Mais ça s'est fait petit à petit. Là, on en est à la troisième rentrée scolaire. On voit que tout le reste du personnel, maintenant, nous on a un lieu qu'on appelle la Villa, qui est plus spécifiquement dédié aux jeunes autistes. Donc ils sont dans les classes avec les autres, mais c'est un peu leur lieu de repli. Et c'est aussi le lieu où l'équipe travaille. Et on voit de plus en plus de collègues qui ne font pas partie de la section autisme et qui viennent nous voir par rapport à nos jeunes. Et vous constatez une évolution de la pratique de ces collègues ? Oui, il y en a certains qui vraiment prennent même rendez-vous avec nous en nous disant voilà, j'ai tel jeune, je ne sais pas comment faire, donc qui viennent vraiment chercher de l'aide pour travailler. Alors on a aussi l'orthopédagogue qui va régulièrement dans les classes pour aider les collègues. Ça a donc amélioré le dialogue entre professionnels. Oui, ça a amélioré le dialogue. Et quelles seraient les améliorations possibles ? Qu'on arrive encore à faire plus de liens avec les autres équipes. C'est quand même un établissement qui est relativement grand, donc il faut faire le lien avec toutes les classes, les lycées à l'extérieur, avec l'internat aussi, donc avec Jérôme. Donc c'est des choses qui se mettent en place tout doucement. Après, des fois il faut du temps. Moi, des fois je suis quelqu'un d'un petit peu impatiente. J'aimerais que les choses aillent un petit peu vite. Et c'est vrai que des fois quand on veut mettre en place, par exemple, qu'un jeune aille à l'internat, c'est vrai que moi, j'aimerais bien que pratiquement, dès le lendemain, ça soit possible. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément toujours le cas. Il faut quand même un petit temps de concertation, il faut préparer les équipes. Et voilà, ça met un petit peu de temps. Mais bon, ça se met en place petit à petit. Et là, vous vous adressez donc au coordinateur, Jérôme Bobin. Vous êtes donc devenu coordinateur de l'internat. Mais d'où veniez-vous ? Que faisiez-vous auparavant ? Eh bien, bonjour. Alors, effectivement, avant d'être coordinateur de l'internat, j'étais éducateur spécialisé aussi. Apparemment, c'est quelque chose d'assez régulier. Je suis de formation éducateur spécialisé, mais pour devenir coordinateur, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des passerelles assez communes. On travaille à partir du projet du jeune. Un projet, quand on est coordinateur, on le construit avec le jeune, avec sa famille. Quand on est coordinateur, après tout, qu'est-ce qu'on coordonne ? C'est quand même la question du projet aussi. Donc il y a un environnement qui est connu. La différence majeure, c'est le terrain. C'est plus le même. Quand on est éducateur spécialisé, c'est la question d'être avec les jeunes, les accompagner au quotidien. Donc, j'étais déjà dans cet internat et l'internat était un des supports de cet accompagnement. Travailler en soirée, les week-ends, etc. Et aujourd'hui, en tant que coordinateur, c'est un travail qui est quand même assez différent. Avec la mise en place de l'inclusion dans l'établissement, il a fallu modifier profondément les pratiques. Alors oui, l'inclusion, donc pour la présentation qui a été faite ce matin, on a compris que cette inclusion elle a été assez massive. On est passé de 3 jeunes à 60 jeunes en quelques années. Et forcément, l'éclatement géographique des demandes des jeunes, de tous ces parcours, eh bien, il a fallu l'organiser. Et l'organiser, le choix a été fait. Et apparemment, c'est quelque chose qui a été discuté, pas que chez nous, c'est au travers des coordinations. Donc c'est quelque chose de très important pour faire le lien
rencontrer les autres coordinateurs, prendre les informations, et il y a toute la question de cette circulation d'informations qui est complexe. L'internat accueille plus de 70 jeunes par an, on a 63 chambres. Si vous imaginez le nombre de familles qui gravitent autour, le nombre d'unités, donc on travaille avec 10 unités, Marie-Paul en représente une, donc autant de professionnels, des personnes maintenant extérieures, on s'ouvre à l'inclusion, donc on rencontre d'autres professionnels qui ne sont pas internes à l'association, et c'est très bien, mais ça génère un flot d'informations. Hier, ça a été évoqué, la question des données, la gestion des données, et pour que ça ait du sens, tout ça. Est-ce que ce changement a été vécu comme une remise en cause des professionnels ? Par moment, oui, parce que je viens d'évoquer la question du sens, et des fois, quand on dit du but au blanc comme ça, maintenant, on va imaginer une organisation basée sur la coordination. Quand on le décontextualise, ça fait un peu bizarre. Il faut réfléchir, comprendre. Et un des gros travaux qui a été fait l'année dernière avec l'équipe, c'est remettre ce sens. Pourquoi on a adopté ce mode de fonctionnement ? Parce que très rapidement, l'organisation peut dicter l'accompagnement des jeunes, et ce n'est pas le but. Si on se base sur le projet du jeune, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va prélever les besoins, on va les réfléchir, parce qu'il ne s'agit pas que de les prélever, pour essayer de trouver comment les mettre en pratique. Et ça, des fois, c'est un vrai casse-tête, hein. On l'a travaillé l'année dernière parce que j'ai eu la chance d'aller dans quelques formations, mais on est dans une équipe qui est nombreuse, tout le monde n'a pas pu y aller en même temps. On n'a pas tous avancé sur cette question en même temps. Et quand on a pu poser toute l'équipe sur cette question-là, elle a mis du sens à ce fonctionnement. Et on a pu accompagner ces jeunes de manière très différente. Au quotidien, votre rôle de coordinateur, de quoi s'agit-il ? Voilà, c'est d'accompagner ces projets. Alors concrètement, hier on était beaucoup sur la question du pourquoi on fait ça. Maintenant, nous, on est sur la question du comment. Et c'est très pratico-pratique. Si je prends des exemples, ça parle mieux. C'est la question de l'accompagnement en aide humaine, par exemple. Dans le handicap moteur, la question de l'aide humaine est très présente, mais comment on l'organise ? Et c'est vrai qu'on a fait des constats. Pour chacun des jeunes, c'est pas une standardisation. C'est pas la même chose pour tout le monde. C'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il y avait du suraccompagnement par moment. Mais il ne faut pas non plus basculer dans le sous-accompagnement. Donc en individualisant chaque demande, on essaye de les mettre en œuvre. Par exemple, cette année, il y a une nouveauté pour nous, c'est suite à la fusion de deux hébergements, on arrive cette année à accueillir des bien plus jeunes. Des jeunes qui ont 10-11 ans, quand dans le même établissement, il y a des jeunes de 24-25 ans. Sur des questions sur à quelle heure la personne se couche, qui répond. Si on se met à discuter entre professionnels, ça rentre dans des débats interminables qui ont, pour la plupart du temps, tout leur sens. Mais si on part sur le jeune, c'est les parents qui vont répondre. Et là, ça change tout. Ça change tout. Alors, de moment, c'est le casse-tête. Avec ma chef de service, des fois, on est confronté parce qu'on a des limites dans l'accompagnement. On n'a pas des moyens non plus et une souplesse infinie. Donc, des moments, il faut trouver des compromis. Vous bénéficiez quand même de travaux en groupe, en atelier. Vous n'êtes pas juste seul face à tous vos collègues. Non, heureusement. Heureusement, il y a déjà eu des moments de formation. Il y a des moments de formation. Et il y a, on a une répartition aussi un petit peu. Pour moi, il faut que l'équipe, elle investisse ce travail de prélever les besoins, essayer de les mettre en œuvre, essayer de réfléchir, faire remonter ces informations. Et après, on essaye de surtout pas avancer tout seul. Il y a des réunions, comme dans beaucoup de services. Et autre difficulté, c'est que la fusion de des établissements a mis au jour quelques petits problèmes. Oui, parce que quand on est dans un virage comme celui qu'on a pris actuellement, les professionnels se retrouvent à exposer leurs pratiques de tout à chacun. Et cette pratique, elle est basée sur une histoire, comme elle a pu être évoquée pour certains, et très rapidement, chacun essaye d'argumenter en fonction de son histoire, de sa connaissance.
Et très rapidement, ça peut être des situations conflictuelles. Donc l'idée, c'est vraiment de poser tout ça, et les besoins, ils ont changé. Donc les pratiques doivent changer. Il ne s'agit pas de dire que les pratiques d'avant étaient mauvaises, mais de se rattacher sur de nouvelles façons de voir les choses. Est-ce que ça n'a pas semblé insurmontable au début ? Non, pas insurmontable, mais au début, on ne sait pas très bien. Voilà, on a compris pourquoi, mais le comment, par quoi on commence. Donc on a commencé par des choses très faciles. J'ai parlé de l'accompagnement en aide humaine, quel matériel, poser des questions. Et en ouvrant ce dialogue, notamment avec les jeunes, avec les familles, très rapidement, la mayonnaise a pris. Alors, pas tout le temps à la même vitesse, mais la démarche a été lancée. Et une fois que la démarche est lancée, ça accroche, ça passe de l'aide humaine à d'autres sujets, la capacité à prendre des transports, comment on les accompagne, comment on fait le lien avec les unités. Qui s'occupe après de quoi. Et après, en fait, ça démarre. Passer d'éducateur spécialisé à coordinateur, qu'est-ce que vous en retirez ? Alors, ça a été un choix aussi. Hein. Comme l'expliquait Marie-Paul, on était contraint de changer, mais on avait des latitudes dans ce changement. Ce que moi j'en retiens, c'est déjà une nouvelle expérience. C'est accompagner des jeunes au quotidien. C'est assez différent d'accompagner une équipe. C'est une autre façon de voir le mode d'accompagnement. Je suis plus sur le terrain au quotidien avec ces jeunes, mais je suis au quotidien d'une équipe qui, elle, est au quotidien avec ces jeunes. Nous parlons depuis hier de coopération entre sanitaire et médico-social. Nous allons en voir un exemple, alors coopération ou de difficulté de la coopération avec Vianney Perrin, qui est donc médecin au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, médecin donc intervenant en soins palliatifs. Alors, il faut peut-être faire un rappel historique. Avant, les soins palliatifs, c'était simple, c'était l'hôpital. Maintenant, ça a changé. Ah oui ? Ça a changé dans le sens où on a véritablement des unités de soins palliatifs, mais qui n'ont peut-être pas vocation à rester toujours dans le milieu hospitalier. Tout à fait, oui. Donc bonjour déjà et merci de l'invitation d'APF Formation. Donc je suis médecin de soins palliatifs, ça veut dire... peut-être il faudrait déjà qu'on parle de la définition. Qui dans la salle sait, malgré le fait qu'on soit en période postprandiale, que les soins palliatifs s'occupent des personnes à une phase terminale de leur vie. D'accord. Qui sait que ça touche plutôt la gériatrie? Voilà. C'était exactement les notions tout à fait fausses, désolé pour ceux qui ont levé la main, que j'avais quand je suis sorti de médecine, puisque en médecine, ce n'est pas enseigné du tout. Nous, on sauve des vies, les gens ne meurent pas. Donc il faut qu'on vous le dise quand même. Ça peut poser des problèmes à certains moments. Et les soins palliatifs, c'est ça. Les soins palliatifs, c'est quand on gère une personne, on accompagne une personne dans une phase particulière de sa vie qui peut durer 2 heures, 3 jours, 3 semaines, 3 ans, 30 ans, parce qu'elle a une pathologie non curable qui est grave, qui est évolutive et qui peut aboutir au décès. Et dans le monde du handicap, que je ne connais pas, puisque c'est une des deuxièmes choses dont on ne parle jamais en médecine, sauf si on se spécialise. Alors il y a peut-être d'autres médecins qui ont eu la chance d'avoir des cours, moi aucun en 9 ans. C'est un milieu que nous ne connaissons pas. Et dans le monde du handicap, le nombre de personnes accompagnées qui pourraient bénéficier d'un accompagnement en soins palliatifs, en plus bien sûr de tous les autres projets en place, est énorme. Et je l'ai découvert en étant contacté en tant qu'équipe mobile de soins palliatifs, on est toute une équipe, par un SAVS d'abord, par une équipe, par un SAMSA, et ils nous ont plongé dans des histoires tout à fait impressionnantes, qui ont donné lieu ensuite à l'accès à des IME, des IEM, des MAS, plein d'acronymes pour nous qu'on ne connaissait pas, et qui en fait sont des équipes, des patients, des institutions, des organisations qui nous sont absolument opaques, dans lesquelles il y a des gens normaux,
qui s'appellent des soignants et des gens bizarres qui s'appellent des éducateurs. Et éducateurs qui ont, je suis désolé pour mes voisins, les éducateurs qui ont comme particularité d'être aussi particuliers que les médecins, en fait. Les infirmiers et les aides-soignants sont plus normaux, mais les médecins et les éducateurs partagent une chose intéressante, c'est un optimisme maladif, la capacité de ne rien lâcher, même quand ça devient peu raisonnable. Ça parle apparemment, et une capacité à vouloir tout comprendre, dans le respect du projet auquel ils sont attachés, c'est-à-dire la personne dont ils s'occupent. La capacité à ne rien lâcher, même quand c'est peu raisonnable. Alors, peu raisonnable pour la personne accompagnée qui est en fin de vie. Alors, expliquez-nous ça. Oui, alors c'est là que c'est moins sympa. C'est qu'au moment où les choses commencent à se compliquer sérieusement et où la phase... parce que la fin de vie, c'est quand même, ça fait partie des soins palliatifs. C'est une toute petite partie, mais ça en fait partie. Et quand cette phase-là arrive, alors est-ce que ma manière d'introduire une cuillère dans la bouche de quelqu'un qui a besoin d'aide, ma manière de penser qu'il a faim alors qu'il a peur, ma manière de prendre le risque de mettre cette cuillère qui va provoquer un trouble de déglutition, une fausse route, un appel du SAMU, un séjour en réanimation, plusieurs séjours en réanimation, avec ce que ça inflige de souffrance, parce que nous, on est quand même assez peu doux comme profession, souvent, surtout quand on veut sauver à tout prix, et qui fait qu'il y a une sensation de responsabilité immense de celui qui a porté la cuillère, qui est dans le dilemme de ne pas la porter puisqu'il doit nourrir à tout prix. J'ai pris cet exemple-là, mais il va avec tout. Il va avec le médicament, il va avec la prise de saturation absolument inutile dans cette phase de la vie. Il va avec la gestion de l'accompagnement des familles qui elles-mêmes sont dans une culpabilité d'avoir dû passer la main quand c'est en institution et qui pourtant sont très présents et ont besoin de comprendre. Voilà. Et ça, c'est très riche. Et ça peut être de la bienveillante maltraitance. Expliquez-nous ça. Eh bien, de vouloir à tout prix tenir un projet qui n'est plus raisonnable chez quelqu'un qui ne peut pas, et là, ça ne touche pas tous les handicaps, ça touche certains handicaps. Quand la personne n'est pas compétente pour communiquer comme elle le pourrait, comme elle le voudrait, comme d'autres, alors on prend des décisions pour elle, et ces décisions, ça peut aller de la cuillère à aller en réanimation ou non, transporter la personne et la sortir de son milieu de vie alors que l'hôpital est un lieu hostile où personne n'est formé ou presque, et où tous les médicaments vont devoir être augmentés en dose parce que les symptômes seront pires à l'hôpital que dans l'institution ou à domicile. Voilà. Est-ce que ça veut dire que dans certains cas, il faut aider les éducateurs spécialisés à ne plus accompagner autant qu'ils pensaient devoir le faire ? Non, alors les éduc-spé et les médecins, c'est foutu. Non, bien sûr que oui. Et il faut surtout les inclure. Il faut les inclure absolument parce qu'ils sont une vision complémentaire à la vision médicale majeure. Malheureusement, je dirais, pour le coup, dans ce type d'institution, ou à domicile dans les prises en charge libérales et un peu partout, les aides-soignants et les infirmiers se collent assez rapidement à la vision hospitalière du médecin, de l'équipe extérieure qui arrive. Les éducateurs ne lâchent rien. Ils continuent à être dans la transmission du besoin de la personne et donc il faut être accompagné. Parce que le moment aussi de la mutation, est-ce qu'on garde dans l'institution ? Est-ce que la personne, elle doit aller à l'hôpital ? Que fait-on avec la solitude de l'éducateur, du soignant, de l'institution qui a la sensation d'avoir abandonné la personne accompagnée ? Comment on en parle quand la personne, elle décède là-bas à l'hôpital et qu'il n'y a rien derrière ? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour accompagner ça aussi ? Ça veut dire qu'il faut aider
les éducateurs spécialisés à changer leur pratique, leur regard d'abord et leur pratique ensuite? Oui, vraiment, on ne va pas se limiter aux éducateurs spécialisés. Hein. Bon, on était sur cet exemple. Pour faire le lien avec les médecins, mais la totalité des gens impliqués dans ces prises en charge, pour nous, fait partie d'une catégorie de la population atypique dans sa capacité à s'adapter à l'inadaptable. Et donc cette capacité à toujours s'adapter à ce qui est complexe fait que ça peut aboutir à quelque chose qui est excessif, que la loi appelle obstination déraisonnable, et pourtant qui est absolument nécessaire pour rester dans des projets de vie. Et donc cette capacité à aller de l'un à l'autre avec grande prudence, que du respect, et toujours se mettre la personne au centre de la prise en charge, elle passe par la formation, par l'accompagnement local, c'est-à-dire aller dans les équipes, aider les équipes à gérer en institution quand ils s'en sentent aptes, et puis probablement dans l'accompagnement également sous forme de synthèse, de discussion d'équipe, avant que ça se complique, le plus en amont possible. Et là, on parle de la notion de faim, la notion de soif, la notion de droit, qui décide. Et puis, au moment du décès, de la période de fin de vie, et puis après pour qu'on arrive à continuer avec les autres, sans avoir mal au bide en allant au boulot. Et voilà. Cette formation n'est pas très répandue. Alors cette formation, elle est potentiellement répandue, puisque les équipes mobiles de soins palliatifs sont théoriquement faites pour ça. 50% du rôle des équipes mobiles, c'est d'aller dans les structures pour aider. Et quand je dis structure, c'est tout le monde, hein, c'est les aides à domicile, c'est les institutions, c'est les établissements, etc. Et ça fait partie de notre rôle. Et l'autre 50%, c'est d'aider les gens au pied du lit. Les personnes malades qui peuvent porter un handicap ou non. Et être formé aussi à l'acceptation du risque. Oui, alors l'acceptation du risque, je dirais que ce n'est pas souvent un problème. Disons que souvent, je dirais que dans ces structures, les gens acceptent des risques que peu de gens accepteraient. Et c'est à la fois une richesse, parce que sinon rien ne tournerait peut-être, et puis parfois une fragilité si ce n'est pas partagé, ou si chacun fait à sa sauce, parfois discrètement, parce que bon, ce n'était pas tout à fait la consigne, par exemple. Et donc de remettre du droit aussi. Le cadre du droit, il est très très clair dans la prise en charge palliative. C'est si c'est compliqué, et si c'est dangereux, et s'il y a une conséquence médicale potentiellement vitale, c'est le médecin qui décide. Évidemment avec la tutelle, avec les tuteurs s'il y a une tutelle, mais c'est le médecin qui décide. Et on se met d'accord sur une prise en charge et ensuite tout le monde l'applique après discussion et entente des points de vue des gens qui connaissent la personne accompagnée. La collégialité est essentielle. La collégialité, alors elle est inutile si la personne est compétente pour décider pour elle-même, mais il faut s'assurer qu'elle puisse s'exprimer. Par contre, si la personne ne peut pas s'exprimer pour elle-même, alors c'est un médecin qui va décider dans la collégialité. Ça permet de rompre la solitude aussi. Du médecin ? Oui, ah, oui, oui, professionnel oui. En général. Tout à fait. Oui. Mais comme le médecin n'est pas formé, il ne le sait pas, donc ça peut être complexe aussi. Et est-ce que les professionnels ont cette compétence ? Est-ce qu'ils ont conscience d'avoir cette compétence de pouvoir justement aller vers cette transformation ? Ils arrivent à le comprendre, je crois. C'est-à-dire qu'à la base, ils font un peu comme le milieu psychiatrique et le milieu de la prise en charge en médecine générale, généraliste. La psychiatrie pense qu'ils ne savent pas gérer le technique. Et donc, dès que c'est compliqué, ils ont tendance à adresser à l'hôpital où la personne souffrant d'une maladie psychiatrique est encore plus mal. Et ben c'est pareil dans le milieu du handicap. En fait, le vrai lieu adapté, c'est là où c'est pris en charge, c'est-à-dire à domicile quand c'est équilibré et que tout le monde n'est pas épuisé, et dans les équipes, à condition que les équipes soient aptes à le faire. Et je dirais que c'est une population d'accompagnants plus à même d'accompagner la fin de vie que beaucoup de services hospitaliers, parce qu'habitués à s'adapter. Nous parlons de formation de médecins, formation de professionnels. Faudrait-il aussi former les familles ? Alors ça, oui, c'est intéressant aussi.
Quand on intervient, bien sûr, les équipes mobiles, que ce soit dans notre service, l'unité de soins palliatifs, qui est un milieu hospitalier, ou à domicile ou dans les établissements, on accompagne des situations complexes, sinon on n'est pas appelé. Souvent, la conclusion, c'est qu'il faudrait inviter les familles à recevoir une formation, à connaître les droits du patient, à connaître les possibilités, à avoir des notions, notamment, je parlais tout à l'heure de la faim, de la soif, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait 5-6 ans qu'on nous dit qu'on va nous inviter à des conférences, et que nous, ça fait partie de notre rôle, donc on est sur le qui-vive, et que ça ne s'organise pas. Quels que soient les endroits où on va, on pourrait même rassembler plusieurs établissements et faire une soirée où on invite toutes les familles, les aidants et les patients, bien sûr, enfin les patients qui ne sont pas forcément patients, les accompagner. Et on ne sait pas pourquoi, il y a un blocage là. Est-ce que cette invitation est plus compliquée parce qu'on parle de la fin de vie? C'est possible. Merci à vous 4. Je vous invite à retourner dans la salle.